Bonjour à tous, c'est le MAG, l'émission qui a une vue analogique de l'actualité numérique. Merci. Alors dans cette première édition, la plus intéressante de toutes, n'est-ce pas? Ouais, merci. Nous allons un peu, mais pas trop, analyser l'impact concret des dernières innovations technologiques, Clotilde, qui ont impacté le cinéma et la vidéo, à savoir le passage au numérique, la 3D, et en fin d'émission, on fera un petit débat sur la GoPro et la vue subjective qu'elle propose. Voilà, je crois que tout le monde est prêt. Demi-pêche, t'es prêt? Ouais, c'est bon, chef, je suis prêt. Les cadreurs, vous êtes OK? Le son, c'est OK? La lumière, c'est OK? La réal, vous êtes prêts? On est un peu loin. OK, merci la réal. Alors c'est parti, on peut y aller. Alors on va commencer tranquillement avec le passage au numérique, et pour bien comprendre de quoi on parle, Clotilde, on va regarder un petit reportage qui retrace et qui explique, enfin qui essaye quoi, Très beau reportage. l'arrivée du numérique dans les salles obscures. C'est parti. Oui, ben, bien entendu. Aujourd'hui, l'État s'attache à la conservation de son patrimoine cinématographique. Donc l'année dernière, il a investi plus de 200 millions. Et l'équipement de ces cinémas et dans la numérisation, pour l'équipement des cinémas et de leur numérisation, des vieux films. Excusez-moi, je bégaye un peu. Donc, tels des films que Jean Cocteau, Julien Duvivier, René Clair et d'autres. Donc ainsi ces films sont de nouveau disponibles pour être exploités et donc dans une salle de cinéma ou un autre support et ça lui offre une seconde vie. Eh bien, alors on a des outils qui permettent de numériser image par image. Donc des anciennes bobines qui sont censées être abîmées et on les retouche, on retouche certains défauts tels qu'est-ce qu'on retouche, les rayures, on retouche les trous dans les images et donc c'est voilà, des images détériorées qu'on améliore et qu'on renouvelle. Évidemment. Alors, dans le sens où ça nous donne accès à une bibliothèque cinématographique beaucoup plus importante, malgré que le coût du matériel soit quand même assez élevé, le coût de projection aussi, on y gagne sur les prix de distribution du distributeur, pardon, et sur le recyclage des anciennes pellicules argentiques, qui est déjà très coûteux. Merci les CRC pour ce reportage, c'était vraiment... La grosse merde. Voilà, c'est ça. Donc Clotilde, je crois que vous avez 2-3 trucs à nous dire sur le passage au numérique, et notamment les conséquences sociales de ce passage sur les salles obscures, les salles de cinéma. Exactement, donc comme vous le dites très très bien, après ce reportage fantastique, voire même effroyable qu'on aurait préféré regarder en se fermant les yeux et en se bouchant les oreilles, je vais donc vous parler de quelques petites choses. Mais comme une bonne chronique n'est rien sans un beau chapeau, je vais donc m'équiper tout de suite. Donc, à l'ère du cinéma numérique, il est donc devenu difficile, comme on l'a vu, d'apprendre le métier sur le tas. Certains de ces métiers ont purement et simplement disparu.
comme celui d'opérateur magnéto dont la fonction dans le cinéma traditionnel était de gérer et de manipuler les appareils d'enregistrement sur support argentique. Donc en gros, ces mecs-là sont maintenant À la rue, au dans la chômage, merde, dans la merde. un peu comme notre chinois, demi-pêche, qui est dans la merde et qui n'a pas l'air de s'en rendre compte. Si, ils mangent bien comme ça. D'accord, c'est bien. Le mieux, c'est d'être au courant. Donc ces personnes-là sont aujourd'hui remplacées par ce qu'on appelle des média managers, un terme bien pompeux comme il faut, aussi appelés responsables des pixels, c'est quand même mieux. Donc ces professionnels gèrent les fichiers informatiques en vue de la diffusion et surtout de la conservation des films. Et pour ne parler que des projectionnistes, on estime que 4 salles équipées en numérique créent un chômeur de plus. Et les projectionnistes sont souvent amenés à compléter leur emploi du temps par du travail en caisse ou de la communication interne. Très très intéressant, on est d'accord. Rien à voir avec le cinéma donc. Voilà, exactement, ils font un peu de la merde comme le charmant jeune homme. Donc, pour cette catégorie de professionnels, la révolution numérique est véritablement préoccupante et source d'inquiétude pour leur avenir. Pauvre projectionniste. Bon, eh bien merci Clotilde. Ben, avec Très plaisir, intéressant. écoutez. Et nous, on vous laisse pour 30 secondes après cette coupure pub. Marre des pellicules? Vous voulez arrêter de fumer? Achetez la nouvelle Mediacord, un véritable poil de kangourou des Pyrénées. Avec elle, vous pourrez garer votre voiture, boire du café sur l'herbe, faire du rappel avec un ami, boire du café sur l'herbe avec un ami, faire du rappel, vous connecter à un serveur, choper des meufs. Achetez la Mediacord. Hey, merci pour ce petit break humoristique. Il faut avouer, Clotilde, que c'était drôle. Très. Ok, donc on va pouvoir enchaîner. On a parlé du numérique tout à l'heure. Et du numérique à la 3D, Clotilde, il n'y a qu'un pas. Et c'est un pas en avant, un pas en arrière. Je ne sais pas, on va voir ça. Est-ce une avancée ou un recul? Sinon, Clotilde, comment veux-tu Que je t'encule. Voilà, merci Clotilde. Et pour mettre en relief donc, ce sujet de la 3D, on va accueillir un invité. Alors si vous pouviez me balancer. Merci, la régie. Pour la douceur. Donc bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va, ça Bonjour. va. Bonjour Dominique Lacam, donc vous êtes acteur 3D. Tout à fait. Et si vous voulez bien, on va regarder un petit documentaire qui va nous introduire un peu ce sujet de la 3D. Et après, on va pouvoir casser un peu la 3D. D'accord, Ok, avec plaisir. ok, alors c'est parti. Je prends mes lunettes. Et c'est parti pour le sujet. Salut à tous. Aujourd'hui dans votre mag, nous allons parler du cinéma en 3 dimensions, avec tout d'abord un historique de cette technique, une explication de son fonctionnement. Le principe de la 3D a été inventé en 1838 avec l'avènement de la stéréoscopie, mais ce n'est qu'en 1903 avec le film L'arrivée du train des frères Lumière que cette technique est utilisée une première fois. Lors de sa sortie, il a suscité la panique chez les spectateurs qui croyaient que le train fonçait véritablement sur eux. Les coûts de projection étant trop élevés, ce n'est qu'en 1950 que la 3D connaît son premier âge d'or, propulsé par le succès commercial de Buona de Ville réalisé par Arch Oboler et Dial M for Murder de Alfred Hitchcock. Malgré le succès de ces films, le cinéma 3D n'a pas survécu dû aux mauvaises conditions de visionnement dans la plupart des salles et à l'équipement complexe requis pour la projection stéréoscopique. C'est donc à partir du début du XXIe siècle que le cinéma 3D connaît son second âge d'or, avec l'avènement des technologies d'animation 3D ainsi que l'arrivée des caméras numériques. Dernièrement, un cap a été franchi avec le film Avatar de James Cameron, qui repousse les dernières limites technologiques 3D grâce à l'intégration d'images de synthèse ultra réalistes. Mais alors, comment marche la stéréoscopie? Si vous avez une vue à peu près correcte des deux yeux, savez-vous que vous pratiquez sans le savoir la vision stéréoscopique? Mais revenons-en à la stéréoscopie au cinéma, et plus particulièrement celle utilisant les lunettes à filtre de couleur.
Cette technique permet de fabriquer des images en 3D en mélangeant une image rouge destinée à l'œil droit, une image verte destinée à l'œil gauche. Ainsi, chaque œil ne voit que l'image qui lui est destinée et une fois rassemblées, forme les images en relief. D'autres principes plus complexes tels que les filtres polarisants sont utilisés au cinéma. Alors Dominique, j'ai envie de vous demander, un peu comme ce reportage d'ailleurs, très franchement la 3D c'est de la merde. Oui. Eh bien merci Dominique. C'est tout? C'est tout, vous pouvez y aller, merci. Non, mais non, on déconne. Ah. C'est bon, Non, passez, oui, il y a des pas, questions non. pour de vrai. Bon, si vous voulez rester, vous pouvez rester, c'est pas un problème. Il y a On va vraiment des quand gens même, que ça intéresse, on va aussi quand même étrange que continuer. cela puisse paraître. Alors, pour être peut-être plus sérieux, alors, honnêtement, en tant qu'acteur 3D, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que ce phénomène 3D, c'est une demande du public ou c'est vraiment les grandes majors, enfin les Universal, tout ça, l'industrie du cinéma qui a imposé cette technologie aux gens? Oui, la technologie finit par être imposée aux gens, mais à la base, c'est quand même les gens qui la demandent. D'accord, mais Les gens veulent toujours une évolution dans tout, dans les jeux vidéo, la télé, le cinéma. Donc c'était une évolution normale, mais après, elle finit par leur être un peu imposée. Oui. ouais. Donc ils veulent être surpris, mais ils l'aiment pas forcément. Est-ce qu'ils l'aiment? Parce qu'on a vu, il y a eu le succès d'Avatar. Oui. Ça, ok, il n'y a personne pour démentir ça, mais est-ce que c'est un phénomène? Ouais. Ouais. Bah, un succès, je parle des chiffres. Hein. Oui, voilà. Ça a fait un carton, ça a fait du fric, donc on peut dire que ça a marché pour l'industrie. Exactement. Mais voilà. est-ce que c'est pérenne? Est-ce que les gens continuent à aller voir d'autres films en 3D ou est-ce que c'est un phénomène? Ah ben oui, ils continuent à y aller, ils n'ont pas le choix de toute façon. Quand un film sort en 3D, ils ne l'ont pour la plupart qu'en 3D. Donc même s'ils veulent pas, c'est où ça, ils rentrent chez eux. Ouais, Donc, c'est vrai. Et vous, personnellement, quand vous êtes rentré dans ce monde du cinéma, est-ce que vous l'avez fait par amour de la bobine ou vous aviez anticipé cette évolution vers le tout numérique, la course à l'armement un peu? Moi, quand je suis rentré dans le cinéma, c'était par amour de la bobine, ça c'est sûr. Après, je me suis dit oui que mon métier allait évoluer. Il avait déjà évolué avant que j'arrive. Je me suis dit que ça allait continuer à évoluer. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle tournure, effectivement, la 3D, le tout numérique. C'est arrivé assez rapidement, on va dire. Et après, qu'est-ce qu'on peut attendre? Après la 3D, le numérique? Ouais, je sais pas, C'est peut-être. obscur encore. Oui, c'est encore assez obscur, oui. Un peu comme les salles, quoi. C'est ça. bonne, celle-là. Elle est bonne. Ouais. On est d'accord, elle est bonne. Non, pour l'instant, c'est la 3D. Elle se développe, donc il faut laisser le temps au temps, on va dire. Et alors, on parlait de bobine tout à l'heure. On peut faire un parallèle avec le vinyle qui a été un peu. Je vais enlever ça parce qu'en fait, ça qui a été un peu évincé par le MP3, le CD, mais qui a finalement fait un retour en force grâce aux DJ, grâce aux gens un peu rétro. Et le vinyle repart. Est-ce que la bobine va repartir ou c'est fini maintenant c'est... Après, ça, tout dépend on va dire, des sociétés de cinéma, selon comment elles veulent exploiter leur salle. Mais il est, à mon avis, toujours possible de voir un peu de pellicule de temps en temps, parce que la pellicule avait une certaine qualité d'image, un grain qui peut plaire à certains fans. Donc dans certains cas, il est possible qu'on revoie un peu de pellicule de temps en temps, mais très occasionnellement. Et personnellement, ça vous comblerait ce retour-là? Ça me ferait plaisir. Ouais. Parce que, alors vous avez dit, ça dépend de l'industrie du cinéma. Là, dernièrement, tout le monde a vu le carton de The Artist. Oui. Donc film noir et blanc, muet, j'imagine que ça a été tourné sur pellicule. Je sais pas. Je ne sais pas du tout non plus, c'est trop possible que c'était tourné au numérique. Ouais, donc, mais bon, en tout cas, l'idée de faire un truc, un film rétro, et là, ça a fait un carton, ils ont eu 4 ou 5 Oscars, je crois, des BAFTA, etc. Tout à fait. À l'heure de la 3D du numérique, ce qui marche, c'est ça. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié le rêve et l'émotion dans les films, et finalement, on se rend compte, avec la 3D je parle, finalement on se rend compte que c'est ça en fait qui nous fait aller au cinéma, et c'est pour ça que ce film The Artist marche. The Artist, et ça pour le coup ça fait un coup commercial, le fait qu'il ait des Oscars il a donné un second souffle, sinon les gens seraient déjà oubliés quoi, je dirais. Le film The Artist? Ouais, voilà, les gens l'ont vu, ceux qui l'ont vu ont aimé ou pas, après il est sorti en DVD, là il y a les Oscars,
Ils ont fait un battage aux États-Unis, c'est pour ça qu'il a eu autant de succès. C'est un coup commercial, ça c'est D'ailleurs, sûr et ouais, certain. d'ailleurs, ce serait intéressant de voir si vraiment ça a été un coup commercial. Bon, j'imagine que maintenant, comme vous dites, enfin comme tu dis, pardon, avec les Oscars, ça va engendrer des recettes. C'est ça. Mais il est sûr que sans ça, ça n'aurait pas marché. Il a marché, il a eu son succès. Ouais. Il a eu son public, comme tous les films, comme tout type de film. Mais le fait qu'il ait été nommé aux Oscars, que les Américains en aient fait autant d'éloges, lui a donné un second souffle. C'était uniquement un coup publicitaire. D'accord. Et imaginons, il y aurait eu un The Artist 3D. D'ailleurs, on peut peut-être imaginer un The Artist 3D. Oui, pourquoi pas. C'est Toujours. le summum du ridicule, oui, Voilà, pourquoi pas. c'est Ouais, vrai. ouais. Écoutez, merci beaucoup, Dominique. De rien. Dominique Lacam, merci. Avec plaisir. Et nous, on va pouvoir enchaîner avec le prochain débat. Je crois qu'on va parler de caméra subjective et de GoPro. Ok Clotilde, ce que je te propose, c'est de regarder un petit spot de prévention et de bien faire attention au style filmique de ce spot. Ah, tu ne comprends pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'on va s'attarder et débattre après ce spot sur cette façon particulière de filmer. Et je présente d'ores et déjà toutes mes condoléances aux amateurs de belles images. C'est parti. Vous êtes déjà avec son portable? Oui, c'est ça. Oh, hey, tu parles à ton père là, je te signale. Tu vis sous son toit. Moi, je décide, tu vas dehors, tu sors. Et ton portable ou pas, ok? Donc tu vas me causer meilleur. Allez, c'est bon. T'as 8h du matin, le casier j'allais. Ah, allez, c'est bon. C'est ta figure, c'est pas la mienne. Bien, comme je vous l'avais annoncé à la séance précédente, nous parlerons encore aujourd'hui de réseau. Grand 1, les interfaces matérielles. Grand 2, les interfaces immatérielles. Émilie, est-ce que vous seriez capable de répéter ce que je viens de dire? Non, je sais pas. Et il ne vous reste plus qu'à sortir. Tu tombes bien. Tu sais c'est quoi ça? C'est ton bulletin. Et tu sais ce qui mérite ton bulletin? Voilà pour ce spot. Et bon, on a un peu dramatisé le style filmique de ce spot. Style filmique, tu comprends toujours pas. Toi, dégage, toi. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce qu'on peut appeler peut-être cette nouvelle mode de cadrage. On ne sait pas, on va voir ça. Et pour nous éclairer, j'accueille Pierre Normand, qui doit être par là. Pierre, si tu peux nous rejoindre. Quelle entrée, Pierre. Alors Pierre, vous êtes peut-être le plus grand fan des films de Clint Eastwood au monde. Et d'ailleurs, je crois que vous détenez un record du monde. Vous avez vu 2412 fois sur la route de Madison. 413. 413, ce qui est quand même une grosse performance. Enfin, je sais pas. Ouais, mais toujours accompagné. Ah. Ce film, il faut toujours le voir accompagné. Donc ça fait 2413 conquêtes aussi. Ah. On ne le saura Moi, pas je peut-être. vais pas Ouais. jusque Non, on va là, en discuter, je vais on va pas en jusque discuter. Donc plus sérieusement, Pierre, je vais vous montrer l'objet du scandale et un peu de ce débat. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Ça va le chinois? Ouais, très bien. À savoir la GoPro. Alors je vais la mettre comme ça, on aura des petits plans subjectifs puisqu'on va en parler. Donc cette fameuse caméra, cette petite caméra qui a été conçue pour les sports extrêmes, je crois à la base, pour filmer de façon mobile et qui est maintenant sur toutes les têtes, qu'on voit partout, notamment sur YouTube. C'est glamour. Ouais. C'est glamour, ok. Ah, ouais. Et qu'on Ça voit, le voit très bien. merci. Ouais. Et qu'on voit notamment sur Internet, tout le monde utilise ça maintenant. Moi, ce que j'ai envie de savoir, Clotilde aussi, je pense, hein, Clotilde, Oui, je veux tout savoir. si est-ce que la GoPro c'est une vraie innovation ou c'est un classique du cinéma qui est maintenant démocratisé et accessible à tous. Enfin, la vue subjective, quoi. Je dirais, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a savoir de quoi on parle. Soit on parle de la vision subjective,
ou le plan original. Alors, C'est-à-dire au départ la GoPro, elle est là pour faire des plans quelque part qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et juste, c'est quoi un plan original? Alors un plan original, c'est la problématique de l'audiovisuel à l'heure actuelle, c'est quand même d'attirer le client, donc de faire des choses quelque part que on n'a pas vu encore. Donc ça passe aussi par le plan. D'accord. Donc des plans de plus en plus originaux. Qui est différent, qui, à mon avis, la GoPro fait la jonction entre deux choses, c'est ce désir de plans originaux et l'envie c'est ce qu'on appelle la vision subjective, l'envie d'être à le point de vue du personnage dans l'action. Ok, ça c'est pas nouveau ça. Ça a Ben, été démocratisé, mais c'est pas nouveau. Si, c'est assez nouveau dans sa forme, enfin dans l'utilisation, c'est assez nouveau parce que c'est en train de prendre beaucoup d'importance et je crois que ça correspond, je dirais, je l'apparenterais au désir Facebook, désir de partager l'intimité. Et là, on partage le point de vue. D'accord, donc c'est un problème de notre génération à nous, je veux dire, c'est pas un problème. Les 15-30 ans. Ouais, non, pas forcément un problème, mais c'est un phénomène de notre génération lié à l'égocentrisme, l'individualisme, Internet, tout ça. Enfin, déjà, je ne l'appellerais pas un problème. Et d'autre part, je dirais que c'est un stade intermédiaire. Là, Vinterberg, en fait, le moment clé de ça, à mon avis, ça a été Vinterberg lorsqu'il a sorti Festen et qu'il a eu le prix spécial du jury à Cannes. Là, on était dans la vision subjective. Il plaçait le spectateur dans la vision subjective tout le temps. D'accord. Festen, tu as vu, non? Non, moi non plus. Donc, il va falloir qu'on se mette au niveau. Là. Sujet dramatique. Sujet dramatique. Et donc c'est peut-être pas forcément un problème de notre génération, mais le fait est que c'est très démocratisé. Est-ce que ça va influencer le cinéma d'avenir? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de plans comme ça? Ça va l'influencer. Cinéma extrême un peu. Je reviens sur ce que je disais. C'est deux types de plans. Par exemple, lorsque vous filmez, vous êtes en VTT. En VTT, c'est très différent que vous passiez la GoPro sur un guidon, sur le guidon, et le fait que vous l'ayez sur la tête. Parce que quelque part, en fait, lorsqu'on est sur le guidon, on recherche le cadre exceptionnel, c'est-à-dire l'endroit où le spectateur ne sera jamais. On est là dans un plan complètement avec l'envie d'être novateur. Et par contre, lorsqu'on est sur la tête, on est là dans une intention de partage aux spectateurs. Oui, vous voyez ce que je vois, etc. Donc il y a deux choses. Il y a le plan exceptionnel et quelque chose qui est plus significatif. Voilà, de l'envie de partage du point de vue mais émotionnel de la personne. Ce en quoi, à mon avis, on se trompe. Là. On va aller très loin dans ce sens-là, mais on se trompera. Ok. C'est quand même ce petit appareil là, ça coûte pas cher, donc ça devient démocratique. Il y a aussi cette mode des photocaméscopes où maintenant on filme avec l'appareil photo, avec les réflexes. Ça fait un carton aussi sur Internet, on voit de plus en plus de courts-métrages, etc. tournés comme ça. Et donc avec ces modes-là, tout le monde se prend un peu pour Godard, si j'ai envie de dire. Godard. Attention, Godard, Godard, là, Godard. Vous êtes en train de me parler de la nouvelle vague dans les années 50. Hein. Ouais, mais c'est vrai est-ce qu'on n'est pas dans une encore nouvelle vague parce que la nouvelle vague, elle est passée quand même. Ouais, la nouvelle vague, place à l'autre. L'idée, c'était de sortir le cinéma des studios. Alors, c'est parfait. C'est vrai qu'on sort encore plus la caméra de son cadre originel, mais je trouve qu'on est de moins en moins dans le cinéma. Alors justement, c'est là où il y a ma question. Cette mode des photocaméscopes et de la GoPro, enfin, un film, c'est précis, ça se prépare. Là, avec ces petits appareils, le réalisateur devient cadreur, il devient acteur, et en plus, ça peut être n'importe qui. Est-ce que ça, c'est un problème, un danger pour le cinéma?
pour le 7e art même. C'est pas Le ça cinéma, le danger. Le danger, il est. Enfin, tout le monde peut faire un film. Enfin, alors. je vois pas de danger de toute façon, c'est pas grave. Si j'en vois un, en fait, je vais m'attarder dessus parce que ça me semble important. Mais d'abord, je voudrais dire, non, c'est la seule chose, c'est qu'il va y avoir une profusion d'images. Donc ça, c'est dans la gestion de cette profusion d'images que ça risque d'être compliqué. Non, le danger, moi, je le vois autrement. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ça, mais il me semble que des images qui bougent insécurisent entre parenthèses le spectateur. Il y a des grands films. Napoléon, le Napoléon d'Abel Gance, 1930, je crois, ou 1900. Enfin, dans les années 20. C'est vieux. Bon, un truc. Lui, il était complètement dans ce sens-là. Hein. Lui, il avait même. Ils avaient arrêté le tournage. C'était. Ok, bon. Je finis parce que c'est intéressant. Ils avaient lancé les caméras. Ils avaient lancé les caméras. À l'époque, ils avaient pris les caméras et les avaient lancées. Ils avaient lancé les caméras pour imiter le boulet de canon qui partait. Genre. Donc, genre ça quoi. Voilà, genre ça, ouais. C'est solide la GoPro. Merci pour la GoPro. Ouais. Ok. Bon, enfin voilà, donc il y a quand même des gens qui sont essayés à d'autres choses et à voir absolument ce film quand on parle GoPro aussi. Ok. Ça nous ramène super. Presque 100 ans en arrière. J'aurais adoré refaire toute l'histoire du cinéma avec vous, Pierre, et l'histoire des jetés de caméra. Mais c'était parfait. Pierre, merci. Je crois que tout est clair. Écoutez, non, c'est Pierre. Merci à vous. Non, c'est Pierre, c'est clair. Pierre. Non, Pierre. Ah Pierre, oui, Pierre. D'accord. Merci Clotilde. De rien. Voilà, mais je crois qu'on peut conclure. Merci à vous. Merci Pierre. Je remercie aussi Dominique Lacam qui était avec nous tout à l'heure. Merci à toute l'équipe qui est là, même si vous avez été un peu merdique, hein, les gars. Ouais, un peu. Vous pouvez lancer les caméras. Pierre nous autorise. Merci à vous d'avoir regardé la meilleure édition de ce mag, parce que, croyez-moi, toutes les autres sont vraiment pourries. Merci à tous. Au revoir. Merci. Thank you.